comme j'expliquais tout à l'heure, donc, rebonjour encore à toutes et à tous. Donc, très heureux d'animer cette 53e session. Donc, on parlera aujourd'hui de système judiciaire, plus précisément, comment le système judiciaire peut intégrer les technologies pour améliorer à la fois l'investigation et la gestion des preuves numériques. Donc, très heureux de recevoir Murphy Semo qui va se présenter tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, dans la session, on va s'articuler autour de trois axes, hein. On parlera des technologies dans le système judiciaire, bien évidemment. Ensuite, on parlera des défis et perspectives liés à l'utilisation des technologies dans le système judiciaire. Peut-être on pourra parler du cas du Congo, dont est originaire notre speaker. Et en dernier point, on aura l'occasion de parler du livre qui a été rédigé et publié par notre invité, le juge et la cybercriminalité au Congo. Donc déjà, je vais peut-être laisser l'opportunité à notre speaker de se présenter brièvement, présenter ton parcours de formation et de carrière. D'accord, merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je suis Murphy Simon et en ce qui concerne mon parcours de formation, je pourrais déjà dire que j'ai accumulé 10 ans d'expérience dans le domaine du mobile banking, de l'informatique et du droit. Donc, mon parcours professionnel a débuté en tant que superviseur chez Airtel Money à partir de 2014. Par la suite, j'ai rejoint MTN Congo où j'ai occupé divers postes, hein, mais le plus significatif était celui de prestataire de gestion de plaintes judiciaires. Donc, dans ce cadre-là, j'étais emmené à traiter des réquisitions et des ordonnances émanant donc des autorités judiciaires en ce qui concerne tout le Congo. J'avais également à ma charge la gestion des demandes individuelles, notamment les FADET et les plaintes liées aux transactions mobiles. Je m'occupais également aussi de l'archivage des documents physiques et électroniques. Je faisais aussi de la veille juridique. Après cette expérience, j'ai intégré la délégation de l'Union européenne en République du Congo en tant qu'assistant logistique, technique et administratif, avec une spécialisation en support informatique. Et enfin, en 2019, j'ai finalement rejoint le corps judiciaire par concours et devenu finalement magistrat, fort d'un master en droit public, option recherche fondamentale de l'Université Mariam Gwabi et d'un diplôme de l'Université of Reading du Canada en droit international à l'ère du cyberespace. Donc voici en résumé ce que je pourrais dire donc de mon parcours professionnel et de carrière. D'accord, bah, merci, brillant parcours et bravo déjà pour ce qui a été fait. On va tout de suite parler donc de notre premier axe, hein, technologie dans l'investigation et la gestion des preuves numériques. Aujourd'hui, quelles sont les technologies qui sont les plus utilisées dans le cadre des enquêtes judiciaires et quels sont les avantages liés à leur utilisation sur les enquêtes? D'accord. Mais avant tout propos, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est, avant de parler des technologies actuellement utilisées, il est important de comprendre qu'on ne peut utiliser ces technologies sur un système judiciaire dit traditionnel, sans au préalable transiter vers une transformation numérique efficiente, visant à ce moment-là à révolutionner les méthodes de travail traditionnelles en intégrant donc ces technologies numériques dans tous les aspects des opérations d'une organisation judiciaire afin de transformer fondamentalement son fonctionnement. Et ce genre de transformation permet donc de et performances pour les adapter donc aux défis du 21e siècle. Ensemble, la numérisation du système judiciaire permettrait de rendre plus performant, plus sûr, plus accessible au bénéfice de tous les acteurs impliqués. Et donc, pour revenir à la question, les technologies les plus utilisées dans les enquêtes judiciaires sont variées et diverses. Nous avons notamment ce qu'on appelle le tatouage d'image, qui est une technique d'analyse et d'authentification d'images. Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les deepfakes et l'application, le logiciel Photoshop, les gens sont amenés donc à retoucher les images et à les apporter comme preuve au sein des juridictions. Alors à ce moment-là, si le tribunal n'est pas doté d'outils, à savoir donc le tatouage d'image, il serait donc difficile de pouvoir authentifier ces images-là. Donc nous avons encore d'autres logiciels hein, qu'on appelle notamment la numérisation et impression 3D des scènes des crimes pour une reconstitution précise des faits. Et après, nous avons aussi ce qu'on appelle l'analyse ADN
pour établir des portraits robots génétiques à partir de traces infines, sans oublier bien sûr la géolocalisation et les technologies biométriques. Bon, les avantages que ces technologies peuvent apporter, premièrement, ce que je peux déjà noter, c'est l'amélioration du taux d'élucidation des crimes grâce à des preuves plus précises, ainsi que la réduction des risques d'erreurs judiciaires, l'accélération des enquêtes, parce que en utilisant toutes ces techniques-là, nous allons bénéficier donc des enquêtes qui seront plus rapides, qui ne vont pas s'étendre en des semaines, voire des mois et années. Et nous aurons également donc la complémentarité avec des témoignages humains qui souvent ne sont pas très fiables d'ailleurs. Et pour terminer, je dirais qu'il y a également la capacité de résoudre des crimes sans pourtant qu'on ait besoin des témoins et arrêter des criminels avec des techniques de prédiction. Merci. D'accord. Mais dans le cadre de ces enquêtes qui sont réalisées, et quelles sont aujourd'hui les principales difficultés qui sont rencontrées dans le cadre de la collecte de preuves numériques? Bon, pour répondre à cette question, je pense que je vais prendre un cas que vous connaissez certainement. Nous avons eu en 2013 le cas d'Edward Snowden, qui était un ex-consultant, bon, qui était un ex-consultant de la NSA. Il avait révélé publiquement l'existence du programme américain dénommé PRISM. Ce logiciel était un programme de surveillance électronique qui permettait donc à ce moment-là à la NSA et au FBI de collecter des données à partir des grands acteurs d'Internet tels que Microsoft et Google. Ces organismes pouvaient ainsi consulter toutes les informations désirées relatives aux utilisateurs. Maintenant, à la suite de ce scandale, le G29, un groupe de travail sur la protection des données et de la vie privée, a dénoncé l'illégalité que représentait cette surveillance massive, systématique et sans distinction des citoyens européens, par exemple, ajoutant que de telles restrictions aux droits fondamentaux des citoyens européens ne sont pas acceptables dans une société dite démocratique. Donc, une telle atteinte aux libertés fondamentales nous permet de prendre conscience et de comprendre que l'utilisation des technologies numériques dans les enquêtes judiciaires doit être limitée au regard du respect des libertés individuelles, garantie primordiale dans un état de droit. Cependant, il existe toutefois des méthodes conventionnelles telles que l'OSINT, qui est une technique d'exploitation des sources d'informations en libre d'accès appelée open data. Donc, ces techniques permettent de recueillir des informations qui peuvent être cruciales pour le succès des enquêtes, en particulier dans le cas où les preuves physiques sont limitées. Toutefois, il est essentiel que l'exploitation de ces données respecte les droits à la vie privée et les libertés individuelles. D'accord. Je pense que tu as évoqué la stratégie et les techniques de collecte de preuves, effectivement, qui sont importantes, hein. Mais en tant que, là, je prends le regard cybersécurité. Comment est-ce que les enquêteurs ou sinon le système judiciaire peut garantir, on va dire, l'intégrité et l'authentification des preuves numériques? Parce que ça, je pense que ça doit être un enjeu, typiquement sur la recevabilité des preuves et tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des méthodes? Et déjà, quelles sont les obligations aussi qui sont liées à ces conditions d'intégrité des preuves numériques? Je sais pas si tu peux. D'accord, mais oui, j'ai bien écouté la question. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour garantir l'intégrité. Déjà, en ce qui concerne le Congo, dans le corpus juridique des lois congolaises, il est prévu un article qui dit, pour qu'une preuve soit admise, on doit prouver déjà son intégrité. Et donc, cela passe par des méthodes de hachage, donc, qui permettent de créer une empreinte numérique unique pour chaque fichier ou donnée, assurant ainsi l'intégrité des données. Il y a également la signature électronique. En plus de l'intégrité, elle vérifie l'authenticité du signataire et assure la non-répudiation, c'est-à-dire la preuve d'un échange qui a bien eu lieu. Et nous avons également le chiffrement légal qui garantit à ce moment-là la confidentialité de ces données. En appliquant donc ces techniques, les enquêteurs peuvent s'assurer que les preuves numériques restent fiables et admissibles devant un tribunal. Il est également crucial de suivre des procédures rigoureuses pour la collecte,
et le stockage et le transfert même de ces données, afin de maintenir leur intégrité tout au long du processus judiciaire, tout en sachant que les procès, ça ne se fait pas en 2 jours, en 3 jours. Donc, dès le début d'une enquête, jusqu'à ce que l'affaire soit jugée en audience publique, ça peut prendre des années. Donc, ces méthodes de protection de l'intégrité de la preuve numérique sont donc très importantes. Et alors, lorsqu'on n'a pas cette expertise en interne, on peut solliciter toutefois une expertise externe en faisant appel à un laboratoire spécialisé dans le traitement de la preuve numérique. Généralement, ces agents interviennent en tant qu'experts sur réquisition préalable euh, ou sur ordonnance des autorités judiciaires pour extraire et analyser le contenu des supports numériques qui leur sont confiés, à savoir les téléphones portables, les disques durs, les clés USB, des serveurs, des GPS et tout autre équipement contenant des données numériques. Un élément de preuve doit suivre un protocole de traitement rigoureux, comprenant principalement l'extraction et l'analyse. Lors de l'extraction des données, l'objectif est double. D'une part, assurer l'intégrité de la preuve en utilisant des outils spécialisés pour extraire un maximum d'informations. D'autre part, conserver donc cette preuve en appliquant des techniques adéquates. Donc, les experts sont également capables de traiter les supports endommagés, de récupérer les informations qu'ils contiennent en même temps. Donc, l'analyse de ces données est réalisée par un spécialiste qui donne lieu finalement à un rapport écrit conformément à la mission qui leur a été confiée sur réquisition judiciaire ou sur ordonnance, comme je l'ai dit en amont. Ouais, ouais. Je pense que là, je pense que là, tu as expliqué vraiment toute la démarche et tu as même répondu aux questions même que je me posais, même si j'en ai une, c'est comment est-ce qu'on traite le cas des données chiffrées? Est-ce que, bon, j'imagine que c'est pas parce que le fichier n'est pas analysé, mais comment est-ce que c'est traité comme preuve dans les enquêtes judiciaires? D'accord. Déjà, pendant les enquêtes judiciaires, lorsqu'on fait face à des données qui sont déjà chiffrées, à ce moment-là, ces enquêteurs ou encore les autorités judiciaires sont amenés à obtenir ce qu'on appelle les clés de déchiffrement ou les mots de passe auprès des individus ou encore des entreprises concernées. Il y a également des experts en informatique, notamment sur le forensique, qui sont donc engagés à ce moment-là pour tenter de déchiffrer les données en utilisant des techniques avancées. Bon, après, le traitement des données chiffrées doivent à chaque fois respecter les lois sur la confidentialité et la protection des données à caractère personnel. Et en ce qui concerne, par exemple, la coopération internationale, dans certains cas, les enquêteurs peuvent s'appuyer sur des accords internationaux pour obtenir l'assistance nécessaire au déchiffrement des données. Donc, ces étapes garantissent en quelque sorte que les données chiffrées soient traitées de manière éthique et légale, tout en maximisant les chances de leur utilisation comme preuve valide dans le cadre d'une enquête ou encore d'un procès judiciaire. D'accord. Quand je prends peut-être ma petite casquette business, la question que je me pose, c'est les cabinets ou les spécialistes, les experts, pardon, qui sont sollicités en externe pour faire ce type de mission, c'est quoi? C'est des cabinets ou des experts qui sont déjà listés par le tribunal ou chaque avocat ou chaque magistrat, je sais pas bien quel terme utiliser, mais contact. Comment ça se passe au fait la mise en relation entre le système judiciaire et les cabinets qui est sollicité pour faire le forensique? Bon, à ce moment-là, ça dépend, ça va dépendre du cadre légal qui va essayer donc de réglementer cette procédure-là. C'est la raison pour laquelle il est aussi important de chaque fois réviser nos lois en termes de procédure. Mais à ce que je sache, si déjà en interne, donc en ce qui concerne les institutions publiques que l'État dispose, comme par exemple l'ANSSI en France, au Congo, ou encore la CNIL, et par exemple ici au Congo, il y a l'ARPCE. À ce moment-là, on peut enjoindre à un expert, par exemple de l'ARPCE, de pouvoir venir utiliser donc son expertise pour analyser ou procéder à l'extraction des données numériques. Mais lorsque, D'accord. même en interne,
on ne trouve pas ces personnes-là, la loi nous donne donc la possibilité de joindre un cabinet externe, donc un cabinet privé à ce moment-là, où OK. il y aura un agent qui aura donc cette expertise, cette compétence-là, qui va venir. À ce moment-là, il reste à savoir si cet agent-là devra donc prêter d'abord serment avant de pouvoir entrer en contact des éléments de preuve d'une enquête judiciaire. D'accord, et je vais peut-être pousser encore la question un peu plus loin, mais, imaginons, une entreprise qui souhaite faire du forensique par rapport à, une fraude qu'a commis un de ses employés, ou qu'aurait commis, pardon, un de ses employés dans suspicion de fraude par un de ses employés et contacter, qui souhaite porter plainte ou, entrer dans le cadre d'une enquête judiciaire. Est-ce que le cabinet est habilité à choisir le cabinet, donc est-ce que l'entreprise est habilitée à choisir le cabinet qui va faire le forensique ou c'est, le mandat doit venir forcément du système judiciaire, du public, du tribunal, on va dire ça comme ça, ouais. Non, pas forcément. Déjà, D'accord. lorsqu'on est victime, on est obligé de réunir un certain nombre de preuves. OK. Donc, à ce moment-là, dans ce travail de pouvoir réunir ces preuves-là, on peut faire appel à des entreprises, même d'audit, hein, pour pouvoir d'abord essayer de voir où se trouvait donc la faille. En ce qui concerne le cas d'espèce, des experts en forensique, pour essayer donc à ce moment-là de pouvoir analyser un certain nombre de données numériques. Et lorsque ces données sont donc analysées à ce moment-là, pour que cette preuve ou encore cette analyse portée par un expert externe ne soit pas donc discutée, donc peut-être rejetée au niveau du tribunal, il est aussi important de faire appel à un huissier qui viendra donc constater et dresser un procès verbal pour constater ce que donc l'agent forensique aurait fait comme travail à ce moment-là. Et D'accord. à ce moment-là, ça vient sceller en fait ce travail qui permettra donc au juge de mieux l'apprécier et de l'admettre en tant que preuve numérique sans pour autant la rejeter. D'accord, d'accord, OK. OK, je comprends, d'accord. Bah, c'est très clair et c'est très, très bien, ces infos qui sont partagées. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, donc les auditeurs, mais effectivement, c'est très bien. Est-ce qu'on a, je prends le cas du Congo, hein, je sors encore du cadre de notre session, mais avant de continuer, est-ce qu'on a des statistiques typiquement sur est-ce qu'on a de plus en plus ce type de cas d'entreprises qui sollicitent des cabinets externes pour faire du forensique ou sinon du tribunal qui sollicite, des cabinets externes qui pour faire du forensique par rapport à une preuve numérique qui doit être apportée dans une enquête? Bon, malheureusement, non. Au Congo, OK, par exemple, on a eu un cas avec la Banque postale où il y a eu des hackers qui ont dérobé près de 2 milliards de francs CFA. Mais malheureusement, au regard de l'enquête, on a eu à mettre la main ou à appréhender que les employés, par exemple, qui étaient en complicité avec certains Camerounais qui se trouvaient au niveau du Cameroun, mais on n'a pas pu, malheureusement, au regard donc du cadre légal, on n'a pas pu mettre la main sur ceux qui étaient au Cameroun, au regard d'accord, des conventions internationales ou bilatérales, malheureusement. Mais d'accord, ceux qui ont d'accord, été appréhendés au Congo ont été jugés. Et actuellement, ils se trouvent à la maison d'arrêt. Mais on n'a d'accord, pas pu aussi à ce moment-là faire appel à un cabinet externe. Déjà au Congo, ici, là, malheureusement, on n'a pas ces cabinets hein, qui ont cette expertise-là en forensique. Malheureusement, il n'y en a pas assez. S'il y en a, c'est peut-être un ou deux. Voilà. OK, OK. Donc, c'est Ouais, tout ce que peut-être je pourrais dire. OK, OK, d'accord. Bah, merci pour ces infos. C'est plus aussi effectivement avoir aussi, une vision sur le type de demande de prestation de ce type-là. OK, pas de problème. Si on prend peut-être le prochain axe de notre intervention, donc on parlera plutôt des défis et perspectives d'utilisation, de ces technologies dans le système judiciaire. En parlant, j'ai une autre question, liée au business qui me vient, mais on en reparlera peut-être à la fin. Quels sont aujourd'hui les défis juridiques, que pose l'utilisation de nouvelles technologies? Est-ce que c on Bon, j'imagine qu'on ne peut pas tout faire. Je pense par exemple à l'exploitation des données, liées aux réseaux sociaux par les forces de l'ordre, donc j'imagine qu'il y a des défis et il y a des limites qui sont posées. Est-ce que vous en connaissez ou typiquement ça peut être le cas du Congo? Est-ce que vous avez des infos dans ce sens? Oui, bien sûr. Bon, moi, pour illustrer un peu ma réponse, je vais prendre le cas de l'Imzi Catcher.
également connus sur le nom d'intercepteurs d'IMSI. Donc, ce sont donc des dispositifs de surveillance utilisés pour intercepter le trafic de communication mobile, récupérer les informations à distance et suivre les mouvements des utilisateurs de terminaux mobiles. Bon, ils fonctionnent aussi en simulant une fausse antenne relais, euh, s'intercalant entre le réseau de l'opérateur mobile et le terminal surveillé. Donc, l'exploitation de ces vulnérabilités dans le protocole de communication 2G, 3G ou encore 4G de ces appareils sont principalement utilisées par les autorités pour les opérations de renseignement ou par la police dans le cadre d'une enquête criminelle. Mais cependant, leur utilisation soulève des questions éthiques importantes, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée. Vous voyez que ça revient toujours, la liberté individuelle de chaque citoyen, car ils peuvent écouter indistinctement toutes les personnes se trouvant dans le rayon de cette action. Mais non, si on prend le cas par exemple de la France, l'utilisation de l'immunity catcher par les services de renseignement a été mise en lumière par un rapport de mission parlementaire en 2013 qui a souligné que légal, leur usage illégal n'était pas proportionnel en réalité de l'enquête qu'ils étaient en train de mener à ce moment-là. Donc le rapport proposait à ce moment-là la légalisation de l'outil mais avec des conditions strictes pour prévenir tout abus et pour exclure immédiatement les conversations non pertinentes de l'enregistrement. Et ici au Congo, on a aussi ce genre de cas. Je pense qu'il y a eu un procès récemment là où il y avait des enregistrements, mais la personne concernée s'est demandé mais à quel moment j'étais mise sur écoute. Donc à ce moment-là, je pense que le cadre légal réglemente bien ce secteur parce que c'est toujours sous l'émanation donc du juge d'instruction par un mandat qui va donc donner la possibilité de mettre un citoyen, par exemple, sur écoute. Mais au niveau international, par exemple, pour les cas de terrorisme, on est obligé d'appliquer ce qu'on appelle le contrôle de proportionnalité des droits légaux. Donc, on sera parfois obligé de mettre sous la balance entre le risque de prévenir, par exemple, les attaques de terrorisme et de pouvoir, par exemple, porter atteinte à certains droits fondamentaux pour pouvoir donc permettre la sécurisation de tout un État. Donc, c'est à ce moment-là qu'on applique souvent ce qu'on appelle, je disais tantôt, le contrôle de proportionnalité. Et cela, c'est bien réglementé par les tests en vigueur en regard de chaque législation dans chaque pays. Ok. Et D'accord. ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que chaque innovation donne toujours lieu à un vide juridique. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a une innovation, lorsqu'il y a une apparition technologique, c'est pas tout de suite que le cadre légal suit. Donc, il y a un temps, à un moment donné, où ce vide juridique va se faire donc constater. Et à ce moment-là, on est obligé de pouvoir mettre à jour le cadre légal au niveau national, bon, tant au niveau international qu'au niveau national, pour pouvoir donc réprimer ces actes malveillants qui naissent par rapport à ces nouvelles technologies. D'ailleurs, il y a une citation qui me vient à l'esprit du doyen Carbonnier qui disait que l'évolution des mœurs et techniques donne toujours naissance à de nouvelles formes de délinquance. Donc, à ce moment-là, nous savons tous que si un crime n'est pas donc régi déjà par la loi, on ne peut pas le réprimer. Donc, il faudrait que la loi puisse prévoir cette répression dans son corpus normatif avant de pouvoir le mettre en application, malheureusement. D'accord. Ok. Je crois que c'est très, très, très clair. Moi, j'avais encore une question. Donc, vous avez pas de technologie, effectivement, en plus du vide juridique. La technologie apporte aussi un lot de risques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, on va dire, une vision des risques cyberattaques sur les systèmes de gestion de preuves, parce que je pense que c'est principalement la clé. Et j'ai une autre question aussi, c'est quand on sait les plaintes, on va dire ça comme ça, hein, euh, de, de, de la population en ce qui concerne le process judiciaire aujourd'hui, comment est-ce que la technologie peut améliorer toute cette transparence dans le processus judiciaire? D'accord, donc je vais commencer par répondre à la première question en ce qui concerne les risques. Je pense que les risques sont connus, hein. Nous avons des attaques de type ransomware, donc rançon logiciel en français.
Nous avons également des attaques d'espionnage industriel. Donc, ce sont des systèmes qui peuvent cibler des données pour les voler ou s'en a procuré. Et cela rend sensible, en fait, une enquête ou une affaire qui est assez cruciale. Et on a aussi des attaques par déni de service, hein, les attaques dites de DDoS. Elles peuvent rendre le système de gestion de preuves indisponible, retard, retardant ainsi, pardon, les procédures judiciaires. Donc, ces attaques, je pense, sont suffisamment connues, mais pour contrer ces risques, il est essentiel que les systèmes de gestion de preuves numériques soient sécurisés avec des mesures telles que le chiffrement de données, par exemple, la mise en place de pare-feux et de systèmes de détection d'intrusion, ainsi que de protocoles de sécurité rigoureux pour la gestion d'accès. Et de plus, une veille constante et de mise à jour régulière des systèmes sont nécessaires pour prévenir les cyberattaques et protéger l'intégrité des preuves numériques. Maintenant, la deuxième question, c'était sur... C'est sur la transparence, comment la technologie peut améliorer la transparence dans le processus judiciaire. Ah, d'accord. Ben, en ce qui concerne déjà la transparence, je pense que on a premièrement l'accès aux informations. Donc, la digitalisation des dossiers judiciaires permet un accès plus facile et rapide aux informations pour les justiciables notamment et les professionnels du droit. Il y a également le suivi donc de ces affaires-là, le fait d'installer des systèmes en ligne, ça offre une possibilité de suivre l'état d'avancement des dossiers en temps réel. Et il y a également, je pense, la dématérialisation des procédures, ce qui revient à dire que la numérisation des systèmes sont primordiales pour parler donc de cette transparence-là. Donc, les dépôts électroniques des documents et la gestion des affaires en ligne réduisent le délai et simplifient en même temps les procédures. Et pourquoi pas parler aussi de la publication des décisions? Donc, rendre les décisions de justice ou encore les arrêts publics, hein, mis à la disposition du public de ces décisions-là, cela permettra aussi de rendre d'une manière efficiente, hein, la transparence et la compréhension des raisonnements juridiques, par exemple. D'accord. Ok. J'ai encore peut-être une question aussi, comme j'ai dit, une question plutôt orientée business, parce que là, je pense que on voit un peu le besoin lié à donc le besoin d'accompagnement ou sinon le besoin de donc d'accompagner effectivement le système judiciaire dans le cadre de ces enquêtes judiciaires plutôt orientées numériques, hein, que ce soit cyberattaque ou pas. Déjà, quel est le besoin aujourd'hui en termes de formation des professionnels du droit à l'utilisation de ces technologies numériques? Et quels sont les principaux sujets aujourd'hui qui, selon toi, doivent être traités en premier? Déjà, en termes de formation, moi, j'aimerais qu'on puisse déjà inclure certains modules dès l'école préparatoire, c'est-à-dire qu'avant que ces professionnels de droit-là commencent à exercer, ils doivent au préalable prendre connaissance de ces nouvelles technologies-là dès leur formation, en fait. Donc, en intégrant ce genre de module dans les écoles préparatoires, ça prépare notamment les professionnels de droit à avoir une certaine culture numérique, ce qui les permettrait déjà de pouvoir discuter aisément avec les experts donc, dans ce domaine-là, afin qu'ils puissent avoir le même langage, parce que ça ne sert à rien d'avoir, par exemple, un professionnel du droit, là je fais allusion à un magistrat, qui va juger, par exemple, une affaire, et lorsque il demande, par exemple, l'expertise d'un cabinet externe et autres, qui va donc lui rapporter un rapport écrit, et s'il ne s'approprie pas ce jargon-là, ben, il ne pourra pas comprendre ce rapport, malheureusement. Donc, cela, ça passe par des formations et des formations spécifiques. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que ce soit au Congo ou ailleurs, il y a un peu de personnes qui s'intéressent au métier du numérique, malheureusement. Et donc, raison pour laquelle actuellement, il y a un déficit en termes non seulement des formateurs dans ces nouvelles technologies, et encore, les professionnels du droit ne sont pas eux-mêmes aussi formés à ce genre de technologie ou encore des métiers du numérique. Et l'autre question, c'était... Ouais, l'autre question, c'était les Allô? principes. L'autre question, c'était les principes. Donc là, on voit qu'il y a un besoin de formation des professionnels du droit. Franchement, c'est très clair. L'autre question, c'était si on devait typiquement former ces professionnels du droit, si ça n'a pas été déjà le cas en école de préparation,
quels sont les principaux sujets qui devraient, selon toi, être évoqués? Bon, les principaux sujets, déjà, il y a les mécanismes d'admission de la preuve numérique, parce que en matière pénale, la preuve, c'est la clé d'un procès. Donc, sans preuve, on ne peut pas rester en justice, malheureusement, en matière pénale. Donc, il faut avoir suffisamment de preuves. Et pour bénéficier donc de ces formations-là, comme je disais tantôt, il faudrait qu'on puisse inclure ces différents modules et tout ça. Et je pense qu'à ce niveau, ces formations permettront donc facilement d'appréhender les risques à venir en termes de cybercriminalité et autres. Déjà, il y a une adéquation entre ce que prévoit la loi, par exemple, en vigueur, et le jargon. Je prendrai par exemple le cas du Congo, où dans notre loi, on ne va pas retrouver, par exemple dans la loi portant lutte contre la cybercriminalité au Congo, on ne va pas retrouver l'article qui réprime directement en reprenant le terme du rançon logiciel, par exemple. On ne le retrouvera pas. Donc il faut une certaine maîtrise et une certaine culture du numérique pour pouvoir finalement comprendre que lorsqu'on parle de rançon logiciel, il s'agit tout simplement de l'extorsion. Donc, il faut finalement revoir la loi et la traduire, s'il faut le dire ainsi, par rapport au jargon que nous connaissons tous aujourd'hui lorsqu'on parle de rançon logiciel, lorsqu'on parle de catfish, de deepfake et tout ça. Donc, il faut transposer tous ces termes-là numériques et savoir dans notre corpus juridique quels sont finalement les articles qui répriment. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons malheureusement ce problème parce que nous avons la loi qui a été promulguée depuis 2020, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de jugement qui a été rendu en appui donc de cette loi-là. Pourquoi? Parce que le magistrat, n'étant pas à l'aise avec ce jargon, va procéder donc à la requalification systématique de ces infractions. Donc, au lieu de parler, par exemple, du vol de données numériques, le magistrat n'étant pas à l'aise parce qu'il est censé prendre des réquisitions au cours d'un procès, il va donc requalifier cette infraction-là en vol classique. Donc, en ne s'appuyant plus sur la loi spécifique sur la répression de la cybercriminalité au Congo, mais en s'appuyant notamment sur une loi traditionnelle, classique, appelée le code pénal malheureusement. Et c'est ce qui fait en sorte que nous ne puissions plus, malheureusement, avoir les statistiques en matière de cybercriminalité, parce que la plupart des magistrats procèdent à la requalification. Et ça peut s'expliquer parce qu'ils n'ont pas été au préalable formés à comprendre ce jargon numérique-là et à les transposer par rapport à la nouvelle loi, d'autant plus que dans ces lois spécifiques, on ne retrouve pas les mêmes terminologies, en fait. Ouais, ouais, effectivement. Donc, on constate effectivement qu'il y a un besoin de formation et sur toute la partie culture numérique, sinon culture cybersécurité. Bah, merci. J'ai pas vu le temps passer. On se promet tous les samedis 30 minutes. Je vois qu'on a dépassé les 4 minutes. Donc, avec ta permission, j'ai encore deux dernières questions pour toi avant de prendre des questions du public, ceux qui souhaitent poser des questions. Donc, pour ceux qui souhaitent intervenir, vous posez vos questions. Vous avez la possibilité de lever la main pour poser vos questions. Et je vais poser deux questions à notre invité avec ta permission, bien sûr, Murphy, et on pourra mettre fin à la session. J'aimerais peut-être maintenant qu'on parle un peu plus de ton livre. J'ai pu voir que tu as rédigé et publié un livre dénommé Le juge et la cybercriminalité au Congo. Déjà, bravo. Et est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi est-ce que tu l'as écrit et quels sont les sujets qui sont traités dans ton livre? D'accord. Déjà, j'aimerais dire, c'est vrai que lorsque tu as posé les premières questions, je n'ai pas parlé de ça. Déjà, en ce qui concerne ce livre, la petite histoire, c'est que aujourd'hui, je suis le précurseur en réalité dans ce domaine. Donc, je suis le premier magistrat à avoir écrit sur le juge de la cybercriminalité au Congo. Et j'ai encore une autre casquette d'enseignant, parce que j'enseigne à l'École nationale supérieure de police. Donc, je suis également, s'il faut le dire ainsi, le premier enseignant qui prend donc une promotion des élèves commissaires de police sur la répression donc, de la cybercriminalité au Congo. Donc, pour revenir donc sur l'ouvrage,
Ce qui m'a permis en réalité d'écrire cet ouvrage, et d'abord, il faudrait savoir que cet ouvrage propose une stratégie de gouvernance coercitive efficace pour endiguer la cybercriminalité devant le juge congolais. Donc, il s'appuie sur des outils méthodologiques adaptés et vise à renforcer la répression et la prévention des actes malveillants en offrant un cadre juridique adéquat pour faire face aux défis de la cyberdélinquance. Donc, en réalité, mon ouvrage permettra aujourd'hui à ces magistrats-là qui ont du mal à s'approprier les terminologies en ce qui concerne le jargon numérique, de pouvoir apprendre et de refaire école. Et ce qui m'a poussé à écrire cet ouvrage, c'est premièrement ma passion pour la technologie et ses implications sur la société, et à explorer également la thématique sur la cybercriminalité, tout en sachant que mon objectif au départ était de comprendre et d'expliquer comment les avancées numériques influencent le crime et la sécurité au quotidien, en particulier dans le contexte congolais. Donc, cet ouvrage traite de différents sujets liés à cette problématique. Par exemple, il aborde les conditions d'admission de la preuve numérique en matière pénale. Ce point, je pense à mon sens, est en effet crucial à l'utilisation des preuves digitales, soulever de nombreuses questions qui peuvent être cruciales pour dénicher ou encore pour élucider une affaire pendant un procès et pour arriver à ce moment-là à la manifestation de la vérité. D'accord. Comme j'ai dit, en tout cas, bravo pour cet ouvrage. Déjà, comment est-ce qu'on peut, moi je l'ai pas encore lu, je l'ai pas encore acheté. Comment est-ce que la communauté Cybercafé peut-elle se procurer ton livre aujourd'hui? Ben, c'est très simple. Déjà, l'éditeur, c'est l'Harmattan. Et l'avantage avec l'Harmattan, c'est qu'il a un bon référentiel. Donc, il suffirait juste de taper même sur Google le juge et la cybercriminalité au Congo. Tout de suite, vous allez voir différents liens et voilà, ce qui vous permettra facilement de le télécharger. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est de télécharger ou encore de l'acheter directement sur la plateforme de l'Harmattan. L'Harmattan France. D'accord, d'accord. Bah écoute, merci. Je pourrais repartager le lien ensuite après euh, dans l'invitation. En tout cas, merci encore à toi, Murphy. Merci, je crois que c'est très clair et très intéressant. Parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas vus. On aura l'occasion peut-être d'en reparler une prochaine session. Entre-temps, avec ta permission, on va prendre les questions de Dr Hyacinthe Sunkalo. C'est comme vous le souhaitez. On va prendre Dr Hyacinthe, si tu veux bien. Ben, bonjour à vous, bonjour à Madou, bonjour en fait à l'expert Murphy, hein. Merci pour toutes ces informations qu'il a pu partager. On voit qu'il y a plein de choses et je suis vraiment content de savoir il y a ces dispositions-là qui existent vraiment au sein des organisations. Et je comprends aussi qu'il y a plusieurs aspects qui touchent à la protection des données à caractère personnel. Et du coup, la question c'est de dire, c'est quoi les interactions hein, qu'il y a en fait avec les autres pays en fait, puisque là, on a plusieurs cas qui peuvent se poser. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une sorte de conglomérat ou une sorte d'organisation qui permet d'interagir avec les autres pays aussi? Et puis après, l'autre question, c'est aujourd'hui, on voit que dans d'autres pays, il y a par exemple des robots juges. Aujourd'hui, par rapport à l'IA, est-ce qu'il y a des dispositions pratiques qui sont prises au niveau du pays? Merci. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que je peux répondre à la question? Oui, c'est comme tu le sens. Est-ce que c'est toi qui vois, soit tu réponds à la question ou si tu prends la question de Sunkalo, c'est comme tu veux. D'accord. Donc, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, on a la convention de Malabo qui essaie un peu de réglementer ce secteur-là au niveau de l'Afrique. Mais malheureusement, bon, je vais vous partager un peu cette analyse-là. La convention de Malabo a été pensée en 2014. Et au sein même de cette convention, il y avait un article qui disposait que cette convention ne pouvait être mise en application que dès lors qu'il y allait avoir 15 États africains qui auraient ratifié au préalable à cette convention-là. Et là, je parle de 2014, hein, donc elle a été pensée en 2014. Malheureusement, ce n'est qu'en 2023 qu'on a eu le 15e pays africain qui a ratifié
à cette convention. Ce n'est qu'en 2023. Et aujourd'hui, on compte pratiquement 18 pays africains qui ont ratifié à cette convention-là. Donc, vous conviendrez avec moi qu'une convention qui a été pensée depuis 2014, en raison donc de l'évolution rapide des nouvelles technologies, elle devient donc à ce moment-là obsolète. On ne peut plus rien tirer de cette convention-là. Il faudrait donc penser à reviser cette convention-là afin de l'adapter aux nouveaux défis, notamment l'intelligence artificielle, la blockchain et autres. Donc, je ne sais pas si vous arrivez un peu à suivre. Vous avez parlé, effectivement, il y a des États qui utilisent déjà des robots comme juge. Moi, je prendrais même l'exemple de l'Argentine, qui utilise le système Prometheus pour des approches génératives automatiques des avis de justice. Donc, ce sont des algorithmes qui proposent des avis. Et en Estonie, il y a l'expérimentation du juge robot aussi pour les délits mineurs qui concernent des faits dont les dommages sont au-dessus de 7 000 euros. Une intelligence artificielle devra donc déterminer à ce moment-là si oui ou non la personne est coupable. Et aux USA, je pense, il y a plus de 60 juridictions qui utilisent déjà l'intelligence artificielle avec une nuance de taille, à savoir la machine ne prend pas la décision. C'est juste une aide à la décision. Donc, c'est pour revenir à ceux qui pensent que non, l'intelligence artificielle remplaceront les humains. Non, 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 au contraire, moi aussi, je suis, déjà au Congo, je suis président de Humaniel Congo, où nous prônons pardon, l'utilisation de l'intelligence artificielle de façon éthique et nous disons, comme, nous avons comme slogan l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Donc, vous voyez par là qu'il y a des États déjà qui mettent l'intelligence artificielle en avant en ce qui concerne le système judiciaire. Mais malheureusement, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice en Afrique reste encore marginale, car il s'agit d'un sujet relativement nouveau et en voie de développement. Donc, l'utilisation à ce moment-là des IA dans le domaine de la justice africaine présente plusieurs avantages potentiels à contribuer donc à réduire les retards et l'encombrement des prétoires, à améliorer l'efficacité des tribunaux, à faciliter même l'accès à la justice pour la population rurale et certaines minorités. Et pourquoi pas renforcer la transparence et la responsabilité dans le système judiciaire et même renforcer ce qu'on appelle la déjudiciarisation. Là, je prendrai aussi l'exemple de l'Afrique du Sud qui utilise l'intelligence artificielle, notamment une plateforme des gestions de preuves en ligne. Je pense d'ailleurs que l'Afrique du Sud, c'est le seul pays, je pense, africain qui utilise malheureusement cette technologie-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions du docteur Hyacinthe. Je sais pas si docteur c'est bon pour toi. On va prendre la question de Sonkalo. Ouais, je pense que c'est bon, c'est très clair. Ah, super. Sonkalo, est-ce que tu as une question, je vais t'intervenir par rapport au thème, par rapport à l'intervention de notre speaker aujourd'hui? Si tu parles, ton micro est désactivé, on t'entend pas. Effectivement, là c'est beaucoup mieux. Bonjour à tous. Exactement. Oui, bonjour, Sonkalo. Oui, docteur Murphy ou monsieur Murphy ou monsieur Bonjour. Simo. Bonjour. J'ai trouvé votre intervention très intéressante dans le sens où à l'heure actuelle je suis en spécialisation forensique D'accord. avec le passage de la certification CHFI. Je pense que vous connaissez. Mhm. Et ma question, en fait, c'était par rapport justement au lien entre les informaticiens et le juridique. Est-ce qu'il n'y a pas un système KISS qui existe? C'est-à-dire qu'un jargon qui permettrait aux personnes qui sont non informaticiennes de comprendre ce que potentiellement un informaticien fait par rapport à des documents ou à une charte. Il y a une charte qui existe d'ailleurs par rapport à un référentiel ou un document spécifique qu'on doit remplir avec des mots simples et efficaces. Malheureusement, ça n'existe pas encore, en tout cas pour le cas du Congo, hein. Ailleurs, je ne sais pas, mais pour le cas du Congo, malheureusement, ça n'existe pas encore. Déjà, moi, j'ai un peu ce problème-là.
à chaque fois, je suis appelé par des collègues parce qu'ils ont du mal déjà à appréhender certaines notions en termes de terminologie. Alors que pour moi, je me dis, oh, mais c'est facile à comprendre. Mais bon, je ne peux pas me mettre à juger ce collègue-là, d'autant plus que moi, déjà dans mon parcours professionnel, vous avez déjà remarqué que avant même que je devienne magistrat, j'avais déjà une base en matière, en ce qui concerne le numérique. Donc, cette base-là me facilitait, moi, de pouvoir échanger avec des experts du numérique et autres et tout ça. D'ailleurs, jusqu'à présent, je ne cesse de participer à différents forums où je comprends. Mais lorsque je ramène un collègue, par exemple, lorsque, par exemple, il y a des forums sur la sensibilisation ou encore sur la cybersécurité, lorsque je ramène des collègues, à la fin, ils me disent que vraiment, je n'ai rien compris, j'ai commencé à m'endormir parce que pour moi, c'était du chinois. Bon, à ce moment-là, vous pensez que même si on élaborait un référentiel là et tout ça, s'il y avait des formulaires, ça les permettrait à ce moment-là de comprendre? Je ne pense pas. Parce que ça passe d'abord par la culture numérique. Il faut une certaine culture, il faut une certaine base pour pouvoir appréhender ces notions-là. Sinon, on Ouais, est perdu, malheureusement. d'accord. Non, mais D'accord. je crois que c'est très clair. Effectivement, il y a ce besoin pour les informaticiens de comprendre aussi le langage juridique, mais pour les juristes aussi de comprendre ouais, le langage informaticien. Je crois que c'est très clair. En tout cas, merci. Je ne sais pas si Sunka a encore des questions. Sinon, on va mettre fin à la session. Je remercie en tout cas notre speaker du jour qui a parlé de système judiciaire, de technologie et surtout de gestion de preuves numériques. En tout cas, c'était très, très clair et très enrichissant. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, sinon on pourra mettre fin à la session. Bon, pour Et être franc sur... avec toi, Amadou, j'ai énormément de questions à poser, mais je vais rentrer en contact avec Monsieur Semo et je vais échanger avec lui parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, à l'heure actuelle, je suis en train de rédiger un TP par rapport justement à une instruction judiciaire sur le forensique par rapport à une disparition d'une jeune fille. Donc j'aimerais bien faire un retour à Monsieur Semo une fois que j'aurai fini mon TP d'ici quelques jours. Ça me Bah, ferait n'hésite vraiment pas. plaisir. Bah, n'hésite pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas D'accord. à En tout cas, je suis interconnecter. disponible, hein. Bah, n'hésitez pas à vous envoyer des invitations. L'objectif aussi, c'est ça, hein. Connecter, pouvoir aussi créer des axes de réflexion, des axes business aussi. Bon, en tout cas, moi, j'en ai vu quelques-uns. Donc, on aura aussi l'occasion d'en rediscuter sur le besoin de formation des professionnels du droit, la question aussi de cabinets d'expertise aussi qui peuvent être à disposition des entreprises ou des tribunaux pour, dans le cadre des enquêtes judiciaires aussi. Donc voilà. Je ne sais pas si M. Murphy a un mot de fin. Sinon, on se dira rendez-vous samedi prochain. Non, en tout cas, moi, je tiens à remercier l'auditoire. Au moins, malheureusement, je remarque déjà que la plupart de mes collègues magistrats ne sont pas présents. Bon, j'espère que je pourrai leur envoyer le lien pour qu'ils puissent suivre. Mais c'est sûr qu'ils me diront encore, mais en fait, c'est trop technique, je n'ai rien compris, il faut venir dans le bureau m'expliquer encore. Bon, voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, au tribunal, lorsqu'il y a un dossier qui touche à la cybercriminalité, je suis la première personne à qui on pense pour pouvoir en même temps faire ce travail d'explication, voilà, les aider un peu à rédiger et tout. Mais ce n'est pas du tout facile. Mais je remercie quand même le directeur de l'école de police qui a pensé à ce moment-là intégrer une formation de répression de cybercriminalité qui me permet, moi, à ce moment-là, de pouvoir parler directement à des capitaines, à des commandants de police en leur expliquant clairement avec des mots terre à terre pour savoir comment s'y prendre. Tout en sachant que déjà, la loi nous permet aussi de faire appel à des experts en privé pour nous apporter leurs éclaircissements en matière de preuves numériques et de forensique et autres. Donc, je remercie encore Monsieur Amadou, une fois de plus, d'avoir pensé à moi en m'invitant et en me donnant donc cet honneur de pouvoir parler d'une matière qui me tient vraiment à cœur. Vraiment, je te remercie beaucoup pour cette invitation. Merci encore à toi. Et je rappelle que cette session est enregistrée. Elle sera disponible sur notre média YouTube, Cybercafé. Et je te partagerai le lien et on se donne rendez-vous samedi prochain. Merci encore à toutes et à tous. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Elle va être simple et efficace. Oui. Monsieur Semo, Oui. est-ce que votre livre est disponible en édition numérique? Parce que je lis que des livres numériques, en fait. Oui, il est disponible parce que l'Harmattan vous permet de le télécharger en format PDF ou en format physique, manuscrit. D'accord. Est-ce que le format Kindle est inclus?
Bon, Kindle, je ne sais pas, mais je pourrais vous envoyer le lien. À ce moment-là, vous pourrez vérifier. Parce que moi, lorsque j'ai regardé à première vue, c'était PDF. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres formats, mais ce que j'avais vu, c'était PDF. Mais ça ne nous D'accord, donc empêche pas de dans tous les cas, il vérifier, est hein, ça nous disponible en empêche pas. numérique. Dans tous les cas, Exactement. il est Oui, il est disponible. disponible. Bah, Exactement, sur il est ce, disponible. il n'y a Bah, aucun merci. souci. Merci. Merci beaucoup. Téléchargez le livre de Monsieur Murphy et rendez-vous samedi prochain. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end. Merci, bon week-end.